Le nouveau PDG m'a licencié, après 12 ans de service, en tant que traducteur de l'entreprise. Même Google Traduction peut faire votre travail, a-t-il dit, avec un sourire en coin. J'ai acquiescé, et je lui ai souhaité bonne chance pour la réunion de lundi. Au moment précis où les partenaires japonais ont commencé à parler. Même Google Traduction pourrait faire votre travail, a-t-il dit, sans lever les yeux de sa tablette. Les mots ne sont pas simplement tombés. Ils ont poignardé. J'ai hoché la tête, une fois. Je m'appelle Daniel, j'ai 49 ans, je suis traducteur technique senior, et j'ai passé 12 ans, déjà, chez Glenon Dynamics. 3 langues maîtrisées, une habilitation de sécurité élevée, aucun dossier disciplinaire, et aucune erreur enregistrée, pas une seule. Le nouveau PDG était jeune, arborait une coupe de cheveux impeccable, un costume ajusté, et une assurance digne de la NBA, qui transpirait de chacune d'eux. Ces phrases. Sa montre valait plus que mon salaire mensuel, et il la portait comme un trophée. Les représentantes des ressources humaines, qui l'entouraient, gardaient le silence. Leur langage corporel disait tout, nous ne prenons pas de décisions, nous ne faisons que les transmettre. La pièce était silencieuse, à l'exception du ronronnement de la climatisation. Les stores étaient à moitié baissés. De la poussière flottait, dans un rayon de soleil diagonal parfait, traversant la table vernie. D'un revers de main nonchalant, il a fait glisser l'enveloppe, lentement, vers moi. Nous rationalisons, vous comprenez? J'ai regardé l'enveloppe, sans la toucher. Je veux dire, ce n'est pas comme si nous avions encore besoin de traducteurs à plein temps. Les logiciels sont très perfectionnés, aujourd'hui. Il a enfin levé les yeux, souriant, comme s'il venait de me rendre service. Sans un mot, j'ai ramassé l'enveloppe. Elle était légère, bien trop légère, comme si elle ne contenait même pas la carrière d'un homme. Je l'ai glissée dans mon sac, puis j'ai refermé mon carnet en cuir. Le même carnet que j'utilisais pour chaque négociation, chaque appel, et chaque session technique, partout où la précision était requise. À vrai dire, ils n'ont jamais compris ce que je faisais, sachant seulement que tout se passait mieux, lorsque j'étais dans la pièce. J'ai ajusté la sangle sur mon épaule. Le cuir a légèrement grincé, un détail qu'il n'a pas remarqué, mais moi, si. Puis, je me suis levé. Personne n'a bougé, personne n'a parlé. La représentante des ressources humaines, sur la gauche, a bougé sur sa chaise. Puis a rabaissé les yeux. Avant de me retourner pour partir, j'ai croisé son regard. Bonne chance pour lundi. Il a eu un sourire en coin, pensant sans doute que je me montrais simplement professionnel. Je suis sorti dans le couloir, passant devant les cloisons vitrées, où de petites équipes faisaient déjà mine de ne rien remarquer. Quelques-uns ont levé les yeux, puis les ont rapidement détournés. Les mêmes personnes qui, autrefois, m'envoyaient des emails. Paniqués, lorsqu'un seul caractère erroné menaçait de faire capoter un contrat entier. Ces mêmes personnes qui comptaient sur moi, lorsque les mots avaient de l'importance. Dehors, l'air était plus frais, plus calme. Je suis passé devant le service de traduction. La plaque indiquait toujours département de l'intégrité linguistique, un nom que j'avais aidé à proposer, à l'époque où l'entreprise croyait encore que les mots avaient du poids. La porte de mon bureau était entr'ouverte, la pièce vide. Tout avait été débarrassé à l'exception d'une chose, une plaque nominative en lac noir, portant mon nom écrit en kanji. Un cadeau. Elle trônait, parfaitement centrée, sur le bureau, intacte. Je l'ai prise, puis je l'ai glissée dans la poche latérale de mon sac. En sortant, le bâtiment m'a semblé différent, ou peut-être était-ce simplement mon regard qui avait changé. Au bout du couloir, je me suis arrêté, un instant, devant la salle des terminaux. À accès restreint. Entrée par badge uniquement. Personne ne regardait.
J'ai pressé mon pouce sur le lecteur biométrique, dissimulé sous le montant de la porte. Le voyant est passé au vert, l'accès était toujours actif. Il m'avait retiré de la liste de paix, mais pas, pour autant, du système. Je ne me suis pas connecté, pas encore. J'ai simplement pris note de cet oubli, une note mentale, rien de plus. En bas, j'ai attendu l'ascenseur. Les portes miroirs se sont ouvertes, sans un bruit, et je suis monté, seul. J'ai appuyé sur RDC. La descente s'est faite en silence. Pas d'annonce, pas de musique d'ascenseur, juste le léger bourdonnement de l'électricité derrière le panneau. Au rez-de-chaussée, je suis passé devant le bureau d'accueil. Le vigile a hoché la tête. Par habitude, peut-être, par reconnaissance, probablement, par respect, possiblement. Je lui ai rendu son salut d'un léger mouvement de tête. Le genre de geste que les hommes comprennent, sans parole. Dehors, le vent soufflait, vif. Le genre de vent qui porte en lui une mise en garde, un parfum de fin d'automne, aux intentions déjà claires. Je me suis arrêté sous l'auvent, j'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert l'application de messagerie cryptée, puis j'ai tapé, à l'attention de Monsieur Takahashi, une seule phrase, je ne serai pas à la réunion, mais mes oreilles y seront. J'ai appuyé sur envoyer, et j'ai remis le téléphone dans ma poche. De l'autre côté de la rue, la nouvelle bannière marketing de l'entreprise scintillait, au-dessus du hall vitré, traduire demain. En dessous, 3 jeunes employés riaient tout en entrant dans le bâtiment. L'un d'eux portait son badge. Glinton comme s'il s'agissait d'une distinction méritée. Je me suis détourné. J'ai marché vers le coin de la rue, sans me presser, sans regarder en arrière. Pas encore. La plupart du temps, j'arrivais au bureau avant que les lumières ne soient allumées. Non pas qu'on me les demandait, mais par simple habitude. 12 ans de routine ne s'efface pas si facilement. Dès 7h20, les couloirs étaient calmes. Le café passait encore, et le bâtiment avait ce calme de pénombre réservé aux lève-tôt. Non, c'était le moment où j'examinais les documents, les projets de contrat, les spécifications techniques, et les fils de discussion de traduction. Signalés pour cause d'ambiguïté. Je ne me pressais jamais. Mon travail ne consistait pas uniquement en des mots. C'était une question de contexte, de poids, de sens. Personne ne remarquait. Jamais quand je réglais des problèmes avant qu'ils ne surviennent. Ils ne s'en rendaient compte que lorsque je n'étais pas là. La plupart des gens pensaient que traduire se résumait à faire correspondre des mots. Ce n'était pas le cas. Il s'agissait plutôt de saisir l'écart entre ce qui était dit, et ce qui était réellement sous-entendu, surtout avec des clients comme Takahashi. Nous nous étions rencontrés lors d'une négociation d'achat, à Osaka. La première semaine, il a refusé de parler anglais. La deuxième semaine, il a refusé de parler tout court. À la troisième semaine, il ne réclamait plus que moi. Non pas parce que j'étais impressionnant, mais parce que j'étais précis. Chaque ingénieur présent dans cette pièce savait que je ne devinais pas, et cela avait de l'importance. De retour aux États-Unis, je gardais un profil bas. Je ne fréquentais pas beaucoup de monde. Je ne me mêlais pas de politique, mais je restais toujours tard, lorsque la logistique nécessitait une révision avant un appel avec Séoul. J'ajustais toujours les glossaires pendant la nuit, avant un lancement de RD à Kyoto. Et quand le directeur financier a voulu présenter la localisation comme étant prête pour l'automatisation, c'est moi qui ai discrètement ajouté une note de bas de page concernant les risques contractuels. Personne ne m'a remercié. Ce n'était pas le but. Mes journées avaient un certain rythme, calme, délibéré. Ancré dans le réel. Je prenais des notes à la main, mémorisais la structure des clauses, et conservais un dossier sur les erreurs de traduction qui avaient, un jour, coûté des millions à d'autres entreprises. Non pas comme une menace, mais comme un simple rappel. Les gens allaient et venaient, les dirigeants
changeaient de poste, et les nouvelles recrues apportaient leur optimisme, ainsi que leurs claviers ergonomiques. J'ai formé la plupart d'entre eux. L'un d'eux s'appelait Jonas. Jeunet, brillant, mais nerveux face aux clients. Il frappait toujours à ma porte 3 fois 2. Suite. Toujours 3 coups, jamais 2, jamais 4. Il posait des questions, là où d'autres avaient peur de le faire. Daniel, comment gérez-vous les modificateurs multiples et les clauses de brevet? Daniel, est-il vrai que les contrats japonais évitent les tournures à la première personne? Je ne disais jamais non, je ne l'ai jamais renvoyé. Il me rappelait celui que j'étais à mes débuts, curieux, hésitant, mais engagé. Une fois, il m'a qualifié de « pare-feu silencieux », le disant comme un compliment qui est resté gravé. Puis, la direction a changé. Le nouveau PDG est arrivé, avec des termes à la mode plein sa mallette, parlant de disruption, de vélocité, et de livrables optimisés par l'intelligence artificielle. Il a qualifié le département linguistique de « frais généraux non productifs ». Durant sa première semaine, il ne m'a jamais demandé ce que je faisais. Concrètement, il s'est présenté en me demandant si j'avais mis au point une stratégie de départ. Les premiers signes sont apparus discrètement, mon nom a été retiré des mises à jour internes, et j'ai été remplacé lors des réunions de planification par des spécialistes en solutions linguistiques, amateurs de jargon LinkedIn. Un après-midi, Jonas est passé dans mon bureau, l'air confus. Ont-ils changé votre titre? J'ai haussé les épaules. Personne n'a rien dit, mais les points d'équipe ne vous incluent plus. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter, et je me suis répété la même chose. Ce vendredi-là, l'entreprise organisait un événement de réseautage au 10e étage. Je n'y suis pas allé. Je suis resté dans mon bureau à examiner des formulaires d'exportation pour un composant de drone vendu à l'étranger. La clause concernant les technologies à double usage était mal traduite, d'une manière presque dangereuse. Je l'ai corrigée, enregistrée, puis transmise à la hiérarchie, sans jamais obtenir de réponse. 2 semaines plus tard, la porte de mon bureau arborait une nouvelle plaque sous la mienne, conseiller en automatisation des systèmes linguistiques. Jonas m'a demandé si j'étais en train de former une nouvelle recrue. Non, ai-je répondu, il teste des solutions de remplacement. Il a baissé les yeux, ils n'en trouveront pas. Je n'ai pas répondu, car je n'étais pas sûr que cela leur importât. Puis vint l'annonce officielle, Glinton allait accueillir sa plus importante négociation à ce jour avec ses partenaires de défense japonais, le lundi suivant à 9 h, pour une phase finale à enjeu élevé. J'ai demandé qui s'occuperait de l'interprétation. On m'a répondu que le système était prêt. Le système, tout court. Pas un être humain, pas une équipe, pas un traducteur, juste un logiciel. Je n'ai pas discuté, je n'ai pas protesté, je n'ai pas proposé mon aide, car, à ce moment-là, j'avais compris que je n'étais pas simplement remplacé, on m'effaçait. Le lundi suivant la modification de mon titre, ma boîte de réception était vide. Non pas vidée, non pas supprimée, mais vide. Aucun briefing, aucune demande, aucun fil de discussion auquel mon nom était associé. Ce n'était pas une erreur. C'était un coup de scalpel. À 9 h 12, je suis passé devant une salle de conférence. Ma chaise était occupée par quelqu'un d'autre, une nouvelle recrue équipée d'un casque. J'ai continué mon chemin. Le mercredi, je ne pouvais plus accéder au système sécurisé de glossaire, celui que j'avais pourtant aidé à concevoir. Le jeudi, les journaux du serveur n'acceptaient plus mes identifiants. Mon badge fonctionnait encore pour l'ascenseur, mais plus pour le laboratoire de langue. Jonas l'a remarqué. Daniel, m'a-t-il dit doucement, près de la salle de pause, avez-vous approuvé ces modifications dans le flux des brevets? Je l'ai regardé. Quelle modification? Il a cligné des yeux, ils ont dit que la formulation juridique avait été rationalisée.
Rationaliser. J'ai hoché la tête, sans demander qui était ce « il ». Ce même après-midi, un appel d'équipe a été diffusé en direct dans l'open space. Le nouveau PDG parlait fort, vite, avec un excès de confiance, ainsi. Grâce à notre nouvelle plateforme linguistique assistée par IA, nous avons éliminé toute redondance. Fini les processus lourds, la traduction, la localisation et la négociation sont désormais automatisées de bout en bout. Il a fixé la caméra, nous avons réduit les délais d'exécution de 64%. Quelqu'un a applaudi. Pas moi. Ce soir-là, je suis passé devant mon ancien bureau. La porte était fermée, et une affiche avait été scotchée sur la vitre, étalonnage du système en cours. À l'intérieur, les écrans affichaient des cycles de test, et le logiciel de traduction clignotait comme un jouet. Les kanjis affichés à l'écran étaient faux, non seulement sur le plan grammatical, mais aussi culturel. Il n'y avait personne à l'intérieur pour les corriger. Le vendredi, j'ai reçu ma dernière fiche de paie par email. Aucune explication, juste le détail de mes indemnités de départ et de mes congés non payés. Mes avantages sociaux avaient été convertis en un forfait d'accompagnement de départ flexible. Ils n'ont pas sollicité mon avis, se contentant de valider la procédure. Le montant importait peu, car il n'avait jamais été question d'argent. Il s'agissait d'être remplacé par un programme incapable de faire la différence entre la formalité et la confiance, entre la syntaxe et le sous-texte, entre la langue et la loyauté. J'ai consulté le système interne une dernière fois. La réunion de lundi avec l'équipe de Takahashi était toujours programmée. 4 cadres supérieurs de Tokyo étaient prévus, mais aucun traducteur humain ne figurait sur la liste. Aucun agent de liaison culturelle. Li a été désigné comme interface principale. Ce soir-là, je me suis installé dans mon appartement, toutes lumières éteintes, mon ordinateur portable ouvert, tandis qu'un morceau de musique classique s'échappait doucement d'un vieux haut-parleur. J'ai affiché un message reçu 2 ans plus tôt, dont l'objet indiquait simplement Daniel San. C'était une réponse de Takahashi après la conclusion d'un accord de licence délicat. Son message était court, respectueux, et clair. Les autres parlent japonais. Vous le comprenez. Je me souvenais de cette phrase, de tout son poids, de sa signification profonde, qui dépassait la simple maîtrise de la langue pour toucher au respect, à la relation, et à la précision. Je n'ai pas supprimé le message, je l'ai archivé. Le samedi matin, je me suis promené en ville. Le vent était frais, et des feuilles mortes s'éparpillaient dans les caniveaux. Je me suis arrêté dans un café où je n'étais pas allé depuis des mois. Assis près de la fenêtre, sans rien commander, j'ai observé les passants aller et venir. Sur mon téléphone, j'ai relu l'annonce de la réunion de lundi. Un nom figurait sur la liste, que je ne connaissais pas. C'est Gris, spécialiste de l'intégration de l'I. J'ai recherché son profil interne. 24 ans, 2 certifications, et aucune connaissance du japonais. Il avait récemment donné une conférence lors d'un forum technologique, et j'ai retrouvé l'enregistrement. Il terminait sa présentation par une diapositive indiquant « La langue n'est qu'un code. Tout s'apprend ». J'ai fixé cette diapositive pendant un long moment. Puis, j'ai fermé la vidéo. Le dimanche, je me suis connecté à distance au terminal d'ancienne génération, l'un des rares à être encore hors du protocole de synchronisation automatique. Il n'avait pas révoqué mes identifiants de secours, enfouis dans les registres du système. J'ai vérifié les fichiers de préparation de la réunion à venir, les exemples de traduction, les salutations générées automatiquement, les indicateurs culturels, et les alignements de glossaire. Il s'y trouvait des erreurs grossières. Ils avaient traduit fenêtre de négociation par vitre en verre pour parler et bénéfice
mutuelle, par, avantage partagé à exploiter. De plus, le nom de Takahashi avait été formaté automatiquement selon l'ordre occidental, le prénom en premier. Une petite insulte, mais un affront retentissant. Je n'ai pas corrigé les fichiers, je n'ai rien dit. J'ai simplement regardé le bois de chauffage s'accumuler. Le lundi matin, à 8h54, j'étais déjà connecté. Pas directement à la réunion, pas officiellement, mais j'avais configuré un nœud de relais privé, des années auparavant. Une ligne de secours discrète, conçue pour tester la transcription audio. Jamais mise hors service, jamais documentée. Il pensait qu'elle faisait partie de l'ancienne suite de diagnostic, mais ce n'était pas le cas. À 9h02, la réunion a commencé. Caméras allumées. 4 dirigeants de Tokyo ont rejoint l'appel. Monsieur Takahashi figurait parmi eux. Stoïque comme à son habitude, costume impeccable, silence mesuré. De notre côté, le PDG, 2 vice-présidents, et le spécialiste de l'intégration, Seiri. Aucun traducteur, aucun agent de liaison, juste le logiciel. Le PDG a commencé par un message de bienvenue scénarisé, lu sur un prompteur, fluide mais stérile. Takahashi n'a pas répondu. Au lieu de cela, il s'est tourné vers sa droite et a pris la parole en japonais, sur un ton fluide, formel, rapide. Le logiciel a bégayé, a pris du retard, a traduit la moitié de la phrase avant de modifier la structure en cours de route. Ri a jeté un regard vers l'écran. Confus. Takahashi a poursuivi, imperturbable. Le deuxième cadre a ajouté une remarque, cette fois dans un dialecte régional. Le logiciel a de nouveau fléchi. Syntaxe confuse, titres honorifiques erronés. Le PDG a gloussé. Laissons-lui une seconde, le système est encore en phase d'apprentissage. Takahashi n'a pas souri. Il s'est répété, prononçant la même phrase, mais plus lentement, y incluant délibérément une expression idiomatique absente de tout dictionnaire littéral. Li a proposé, s'il vous plaît, mangez le bambou. Amer lentement, ou le pont pourrait s'effondrer. Silence de mort. L'un des vice-présidents s'est raclé la gorge. Le PDG a ri nerveusement. Takahashi a ajusté ses lunettes, puis s'est exprimé. En anglais, où est Daniel San? Le PDG a cligné des yeux, pardon? Takahashi ne s'est pas répété. Le troisième cadre japonais s'est penché en avant, on nous avait dit que ce système était plus avancé. Ri a tenté de se rattraper, c'est une phase de déploiement initiale, nous optimisons encore les nuances contextuelles. Le quatrième cadre, un homme que je n'avais pas encore rencontré, a pris la parole pour la première fois, vous avez retiré l'humain. Ce n'était pas une question. Le PDG s'est penché en avant, les mains jointes, nous sommes passés à une interface plus évolutive, plus efficace, plus moderne. Takahashi a appuyé sur une touche de son clavier. Un document est apparu sur l'écran. Partagé. C'était une clause contractuelle, je l'ai reconnue. J'en avais rédigé la première version 3 ans auparavant, et j'avais enfoui une phrase, au plus profond de l'accord de liaison culturelle en matière de représentation linguistique, les deux parties doivent conserver le droit d'exiger un intermédiaire humain désigné, ayant déjà participé aux négociations initiales. Une sauvegarde, minuscule, précise, oubliée de tous sauf de moi. Takahashi l'a pointé du doigt. Cette clause, nous l'invoquons. De notre côté, la pièce s'est figée. Le PDG a regardé Ri, qui a baissé les yeux. Le vice-président a tenté d'intervenir, je suis sûr que nous pouvons clarifier. Takahashi a levé la main. Pas de manière impolie, mais de façon définitive, nous allons reporter la séance. Puis, il a mis fin à l'appel. Pas de geste de la main, pas d'au revoir, juste le silence et la déconnexion. Je me suis adossé à ma chaise. J'ai fermé le tableau de bord de relais. Pas de sourire,
pas de satisfaction. Juste un soupir. À 9h47, j'ai reçu un SMS de Jonas, tu as vu ce qui s'est passé? Le PDG avait l'air d'avoir avalé du verre. Je n'ai pas répondu. À 10h13, un autre message, quelqu'un a posé des questions sur la clause, disant que tu étais le dernier à y avoir touché. Je n'ai toujours rien dit. À 11h02, j'ai reçu un email d'une adresse juridique interne que je n'avais pas vue depuis des mois. L'objet indiquait, suivi des protocoles de traduction précédents. Pas de salutation, juste une question, la clause est-elle exécutoire? Pouvons-nous encore nous y conformer? J'ai fermé l'email. Je ne l'ai pas supprimé, je n'ai pas répondu, car ce n'était pas encore la victoire. Ce n'était que l'écho. Et il n'avait pas encore entendu le grondement complet. À 11h35, le PDG a réuni son équipe dans la même salle de conférence. Cette fois, pas de caméra, pas de scénario préparé, rien que des visages rouges et des voix chevrotantes. Depuis le coin du couloir, j'ai observé Risse faire interroger à 2 reprises, avant d'être congédié. Il répétissait sans cesse que le système n'avait pas été entraîné pour les expressions idiomatiques. Mais personne ne l'écoutait. Le PDG a haussé le ton, tentant de rejeter la faute sur le dialecte, sur la culture, ou sur l'entêtement de ses partenaires de la vieille école. Quelqu'un s'est interposé. C'était Madame Lambert, directrice des relations stratégiques, une figure historique de l'entreprise, plutôt discrète. Elle a regardé le PDG, les bras croisés, vous venez de piétiner ce que nous avons mis une décennie à bâtir. Il n'a pas répondu. À 12h06, les lumières de l'aile de traduction ont vacillé. Une fois, signe du redémarrage des anciens systèmes. Je me suis dirigé vers mon ancien bureau, à nouveau vide, sans plaque nominative. Rien qu'un écho. D'un tiroir du bas, que je n'avais jamais vidé, j'ai sorti un dossier, des projets de contrat, des notes annotées, et des journaux de sauvegarde. Tous imprimés, tous datés. J'ai placé la copie de la clause dans une nouvelle enveloppe, toute simple, que j'ai scellée avec soin. De retour à mon appartement, j'ai ouvert une fenêtre de mail vide, sans destinataire pour l'instant. J'ai simplement écrit 3 mots, quand vous serez prêt. Puis, je l'ai sauvegardé dans les brouillons, et j'ai refermé l'ordinateur portable. Mardi, 6h12. Mon appartement était calme. Le café passait lentement. Sans aucune autre lumière que l'éclat de l'écran. J'ai ouvert le brouillon de l'email. Les 3 mots s'y trouvaient toujours, quand vous serez prêt. J'ai ajouté une ligne en dessous, la clause 14 reste valide. Ma disponibilité est inchangée. Pièce jointe. Le contrat original était numérisé, annoté, et signé par les 2 parties, y compris cette unique signature qui importait plus que toutes les autres, celle du PDG. Je l'ai envoyé à Madame Lambert. À 7h03, elle a répondu en 2 mots. Compris. Attendez. À 7h36, le chaos a éclaté aux étages supérieurs. Le conseil d'administration avait vu l'enregistrement, la réunion ratée, et la clause invoquée par Takahashi. Le service juridique a tenté de l'invalider. Obsolète, a dit l'un, redondante, a ajouté un autre. Pourtant, les horodatage étaient clairs, la clause avait été renouvelée lors du dernier cycle fiscal, lié directement à une restructuration des licences. Elle n'avait besoin que d'une seule signature, et elle portait la sienne. Le PDG a fait irruption dans le bureau juridique, comment diable est-ce arrivé? Lambert était là, vous l'avez signé vous-même. Il s'est figé. Je n'ai pas approuvé cette révision. Elle a fait glisser le document de l'autre côté de la table. Ce n'était pas une copie, c'était l'original, les traits de stylo encore bien visibles. Il a regardé le bas de page, finalisé. Après examen de la direction. Signature et son propre nom, son propre
Horodatage. Lambert n'a pas haussé le ton, vous étiez trop pressé de faire. Passer l'intégration de l'I.A, vous avez ignoré les annotations. Je pensais que c'était un problème de mise en page. Elle a hoché la tête, une fois. Ce n'en était pas un. À 8h17, mon téléphone a vibré, il veut vous parler personnellement. Je n'ai pas répondu, je me suis contenté de marcher. À 8h42, je suis entré dans le bâtiment. Et la sécurité ne m'a pas arrêté. À 8h50, on m'a escorté jusqu'à l'aile réservée. À la haute direction, pour la première fois depuis la restructuration. Le couloir semblait plus froid, plus silencieux. Ils ont ouvert une porte, ils attendaient à l'intérieur. Le PDG se tenait seul près de la fenêtre, le dos tourné vers moi. Lorsqu'il s'est retourné, son visage était pâle, sa mâchoire serrée, l'allure moins soignée qu'auparavant, et sa chemise à moitié sortie du pantalon. Quelque chose, au fond de son regard, était en train de se briser. Daniel, a-t-il commencé, je pense que nous sommes partis sur de mauvaises bases. Je ne me suis pas assis. Je ne voulais pas dénigrer votre travail. Nous étions sous pression, tout le monde pousse à l'automatisation. Je n'ai rien dit. Nous pouvons arranger cela. Je vais autoriser un rôle de consultant, discret, confidentiel. Pour 6 mois. Vous seriez l'agent de liaison uniquement pour nos anciens clients. J'ai ouvert mon sac, j'ai sorti le contrat original, et je l'ai posé à plat sur la table. Section 14, renouvellement de clause. Signé de votre main. Il a plissé les yeux, vous aviez gardé ça? Non. C'est vous qui l'avez envoyé. Je n'ai fait que le lire. Il a passé une main dans ses cheveux, son assurance s'effritant à vue d'œil. D'accord, mais il n'est pas nécessaire que cela tourne au vinaigre. Il n'y a aucune raison de faire monter la tension. J'ai croisé son regard, il y en avait déjà une. Son souffle s'est coupé. J'ai ouvert la dernière page. Une note de bas de page, une seule ligne écrite en petits caractères, le renouvellement de cette clause confirme que la direction a pris connaissance, et accepte le maintien d'une supervision humaine. Il l'avait paraphé à la hâte. Sans doute sans la lire. Il a difficilement dégluti, vous pourriez rendre cela public. J'ai hoché la tête, une fois. Vous pourriez me détruire. Je n'ai pas répondu. Vous pourriez transmettre cela à la presse, le divulguer aux actionnaires, en faire une catastrophe industrielle. J'ai plié le document, puis je l'ai remis dans l'enveloppe. Je le pourrais. Il a attendu. Mais je ne le ferai pas. Il a cligné des yeux, pourquoi? J'ai regardé par la fenêtre. La ligne d'horizon était grise, et un avion se déplaçait lentement à travers la vitre. Parce que je n'ai pas besoin d'une victoire éclatante. Je me suis dirigé vers la porte. Avant de partir, je me suis retourné, dites à votre équipe que la clause tient toujours. Je prendrai l'appel à 9h. Il n'a pas bougé. À 9h pile, j'étais de retour dans la salle de conférence. Une autre, cette fois-ci, calme et isolée. L'écran s'est allumé, et Takahashi est apparu. Pas de bavardage, pas de formule de politesse superflue. Il a parlé, et j'ai traduit avec précision, de manière délibérée, mot pour mot, pendant 43 minutes. À la fin, Takahashi m'a regardé, vous êtes resté le pont. Puis, il s'est déconnecté. Pas de hochement de tête, pas de sourire, juste une présence. Après l'appel. Aucun email n'est arrivé, aucun applaudissement, aucun communiqué de presse. Seulement un message de Lambert, votre contrat de conseil est approuvé. Conditions confidentielles. Cycle de 6 mois. Renouvelable par Tacite. Reconduction. Je l'ai archivé. Le PDG ne m'a plus jamais recontacté. Il n'en avait pas besoin, car il savait que j'aurais pu divulguer les transcriptions, partager les enregistrements, transférer les erreurs de traduction, et tout
Envoyer au conseil d'administration ou aux médias. Mais je ne l'ai pas fait, parce que cela aurait fait du bruit, et que je ne me bats pas avec du bruit. Je me contente d'attendre, de documenter, et de livrer la vérité exactement là où elle blesse, en silence. 3 semaines plus tard, il n'y avait aucun titre sur ma porte, mais chaque lundi à 9h pile, l'appel arrivait. Takahashi ne posait jamais de questions, il se contentait de parler. Confiant dans le fait que je transmettrais chaque mot, exactement, comme il le souhaitait. Rien de plus, rien de moins. Il n'y avait aucun contrat sur le site web, aucune photo d'équipe, aucune annonce de mon retour. C'était le marché, invisible, mais présent. Et cela me plaisait ainsi. Mes matinées avaient trouvé un nouveau rythme. Réveil. Préparer le café dans la même cafetière à piston en acier, avec une cuillère de plus désormais. Le laisser infuser, le laisser refroidir. Plus de précipitation. Je m'asseyais à la table, près de la fenêtre. Je parcourais une revue technique, par simple intérêt. Pas pour le travail, pas pour corriger, simplement pour comprendre. Certains après-midi, je marchais jusqu'à la librairie, j'y prenais de vieux dictionnaires, et je comparais les éditions, simplement pour garder l'esprit vif. Le silence était différent. Désormais, ce n'était plus le genre de silence qui oppresse, mais celui qui enveloppe. Un soir, Takahashi m'a envoyé un message. Pas d'objet, juste un fichier, nouveau projet, votre avis me serait précieux. Il n'a pas dit révision, il n'a pas dit urgent, simplement précieux. J'ai lu chaque ligne, j'ai rédigé 5 remarques, puis je les lui ai renvoyées. Pas de réponse. Je n'en avais pas besoin. 3 jours plus tard, Jonas m'a écrit. À nouveau, ils ont arrêté de l'appeler le système. Maintenant, c'est une couche de soutien. Ça me rappelle quelque chose. C'était suffisant. Je n'ai pas répondu. Certaines vérités n'ont pas besoin d'écho. Hier, je suis passé devant le bâtiment. Je n'y suis pas entré, je me suis contenté de l'observer, depuis l'autre côté de la rue. Une nouvelle réceptionniste était assise à l'accueil, jeune, attentive. Elle a souri à quelqu'un qui entrait, portant son badge comme s'il avait de la valeur. Sur le mur derrière elle, le slogan de l'entreprise avait changé, il ne disait plus « traduire demain », mais plutôt le contexte et tout. Ils avaient modifié les mots. Mais je savais d'où ils venaient. Dans la poche de mon manteau, je portais toujours l'ancienne plaque nominative, avec les kanji gravés 6 ans. Auparavant, le seul cadeau que je n'avais jamais remplacé. J'ai traversé la rue, calmement, de manière délibérée. Je me suis approché du rebord en pierre près de l'entrée, j'y ai déposé la plaque nominative, bien centrée. Je n'ai pas sonné, je n'ai pas regardé autour de moi, je me suis contenté de marcher. À mi-chemin du pâté de maison, je me suis arrêté, j'ai pris une inspiration. Le vent était à nouveau froid, piquant. Mais, cette fois-ci, je ne luttais pas contre lui, j'en faisais partie. Il pensait m'avoir remplacé par du code, mais la présence ne se programme pas. La vengeance d'un gentleman n'est jamais bruyante, mais elle est, toujours, personnelle. Si cela semblait personnel, alors, autant que ce le soit.